Radio Flamme. Bonjour Monsieur Le Terrier, merci beaucoup de nous avoir reçus Richard et moi pour cette promenade au cœur des ruches et on a plein de questions à vous poser. Alors je vais commencer par la première. Comment est organisé un essaim d'abeilles ? Un essaim d'abeilles comprend trois sortes d'insectes qu'on appelle des castes, c'est la reine, les ouvrières et les mâles, ou les mâles qu'on appelle faux bourdons en fin de compte. Alors la reine, elle est née d'un œuf fécondé. Elle consomme de la gelée royale du premier jour de sa vie jusqu'à la fin. Et elle peut vivre même jusqu'à 4-5 ans. Mais disons qu'au bout de 3 ans, déjà, elle a donné un petit peu le maximum de ce qu'elle pouvait donner. Vous avez après les ouvrières. Les ouvrières, c'est la population la plus importante dans la ruche. Ça peut aller de 20 000 en hiver jusqu'à 80 000 en pleine saison au mois de juin et juillet. Et alors les ouvrières, elles sont nées d'œufs également fécondés et elles vivent elles ont une durée de vie beaucoup plus courte que la reine. C'est entre 39 et 40 jours pour les abeilles d'été et à peu près 6 mois pour les abeilles d'hiver. Parce que l'hiver, elles ne vont pas butiner, donc elles se dépensent beaucoup moins, elles peuvent vivre ainsi plus longtemps. Vous me disiez tout à l'heure des choses assez étonnantes concernant le rôle de chaque ouvrière qui évolue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors les ouvrières exercent plusieurs fonctions à tour de rôle, en fonction de leur morphologie, parce que quand elles naissent, elles n'ont pas développé toutes leurs capacités et elles sont seulement nettoyeuses pendant 2 ou 3 jours. Ensuite, elles vont devenir ventileuses, magasinières, gardiennes, butineuses, ainsi de suite, à tour de rôle, pendant les 21 premiers jours de leur vie. Et c'est seulement au 21e jour qu'elles vont sortir pour butiner. Et c'est là d'ailleurs qu'elles vont mourir, parce qu'en fonction de la dureté de la tâche, elles peuvent mourir plus ou moins vite. Je m'explique, si la mielée, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de fleurs, s'il fait beau, ça va être très court leur durée. Elles peuvent vivre que 30 jours aussi en pleine période de mielée. Mais 40 jours en général, ça va être une moyenne. Et tout à l'heure, vous me disiez aussi des choses très intéressantes qu'on a bien notées en ce qui concerne la fécondation de la reine. Comment ça se passe ? Alors la jeune reine qui va naître va aller se faire féconder dans ce qu'on appelle un vol nuptial. Alors dans ce vol nuptial, c'est le vol un petit peu, comme on dit aussi, de tous les dangers, parce que il y a les hirondelles, il y a les oiseaux, il y a des tas de prédateurs qui vont l'attendre aussi au virage. Et toutes les reines ne rentrent pas de ce fameux vol. Elle va rejoindre donc un endroit qu'on appelle une concentration de mâles, où il y a tous les mâles du quartier, je dirais, qui sont là, de toutes les autres ruches, qui attendent leur tour. C'est presque un harem. Et elle va être fécondée alors à tour de rôle par une dizaine ou une douzaine de mâles, qui, il faut le savoir, ils perdent la vie d'ailleurs, parce que l'organe sexuel est arraché après chaque rapport. Et après avoir eu cette dizaine de fécondation, elle rentre à sa ruche pour ne plus jamais en ressortir. Et elle va être chouchoutée. Automatiquement, après, elle a sa cour toujours autour d'elle, elle a toujours une dizaine d'abeilles qui l'entourent, qui lui donnent à manger, qui lui font tous ses désirs. Mais il faut savoir que malgré tout, même si c'est la toute puissante, si elle ne donne plus satisfaction, si sa ponte devient irrégulière, on va dire, si ça met en danger la survie de la ruche, les abeilles vont changer de reine, c'est-à-dire qu'ils vont tuer tout simplement la reine et ils vont édifier des cellules royales pour en créer une nouvelle à partir d'une cellule royale. Et comment se passe le processus de fabrication du miel ? Alors le miel, c'est tout c'est d'abord du nectar, le miel. C'est le nectar que les abeilles vont aller butiner sur les fleurs. Elles vont chercher ça dans ce qu'on appelle les nectaires. Les nectaires, c'est à la base des pétales. Et il faut savoir que c'est un liquide sucré qui est à peu près à 50% d'humidité. Elles vont mettre ça dans leur jabot, elles vont rentrer, elles vont le donner, elles vont se le passer de jabot en jabot. Ça paraît un peu étonnant, mais comme ça que ça se passe. Et ensuite, elles vont le stocker, les magasinières vont le stocker dans des alvéoles.
Et après, il va être ventilé jusqu'à ce que l'hygrométrie descende à 18% au minimum d'humidité. C'est-à-dire qu'il va falloir évaporer, vous voyez, pratiquement 32% d'eau du fameux nectar qu'elles ont récolté. Et après, lorsqu'il va être à 18%, il va être operculé. C'est-à-dire que ça va être une petite pellicule de cire qui va fermer l'alvéole et à partir de là, ça ne va plus bouger puisque cette pellicule de cire va protéger le miel de toutes les agressions extérieures. Et l'apiculteur qui va récolter son miel, donc, s'attachera à récolter que du miel operculé de façon à être sûr d'avoir un miel qui se conserve bien et du miel qui ne fermente pas parce que s'il y a trop d'eau dedans, le miel il ne va pas se conserver, il restera 3 mois peut-être, mais en sachant que le miel il peut se garder des années. En général, sur un pot, on lui met une durée de vie de 2 ans, mais on a retrouvé des miels, vous savez, très vieux, qui étaient encore comme s'ils avaient été récoltés la veille, quoi, tout simplement. À quelle période commencez-vous la récolte du miel ? Alors, il y a plusieurs périodes, c'est en fonction des fleurs qui ont été récoltées. Par exemple, ceux qui font une récolte de printemps, parce qu'ils vont avoir des saules, du colza, ils vont récolter dès le mois de mai du miel de printemps. Alors c'est un miel un peu spécifique parce qu'il n'a pas eu encore toutes les fleurs, la diversité des fleurs qu'il peut y avoir dans la région, mais ça existe, ce miel de printemps. Ensuite, la grosse récolte, on va dire en général, se fait à partir de la mi-juillet. Parce qu'à partir de la mi-juillet, le maximum a été récolté. Déjà après, ce n'est plus que du détail qui arrive, sauf pour encore certaines régions comme les vallées où il y a de la bruyère, où la bruyère fleurissant un petit peu plus tard, pouvant durer jusqu'à la mi-août, on peut récolter un petit peu plus tard. Mais le miel se récolte, il y a deux fonctions, c'est quand le cadre a été operculé. Dès qu'il a été operculé, on peut le récolter. Mais il est bien évident qu'on ne va pas récolter au fur et à mesure que les cadres sont operculés. Et il y a cette fameuse date, je vous dis, du 15 juillet, et puis également, on pourrait dire du 15 août à peu près, qui donne à peu près le signal de la récolte. Alors vous nous avez montré les actes techniques pour pouvoir justement sortir les cadres qui contiennent le miel, le miel qui est presque prêt. Pouvez-vous nous en dire plus et expliquer aux auditeurs comment ça se passe ? Pour sortir un cadre. Oui. Oui, alors c'est pas seulement le miel, parce que je vous ai montré tout à l'heure aussi, c'est un cadre de miel de la hausse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'abeilles dessus, mais que ce soit un cadre de la hausse ou un cadre du corps de ruche, pour sortir un cadre, il faut le sortir comme si c'était la chose la plus fragile que vous ayez à manipuler. C'est-à-dire il ne faut pas cogner. Alors je sais que les jeunes apiculteurs ont tendance à être un petit peu nerveux, mais il faut assurer vraiment ces gestes, le sortir doucement, être sûr de soi, et puis en restant tout calme, les abeilles, je crois, vous savez qu'on communique un petit peu notre stress aussi, si on en a aux abeilles. Et en restant calme, c'est le maître mot, calme, pas de choc, pas trop de bruit, et puis tout se passe bien. Et équipé. Et équipé quand même. Quand même. Oui, c'est mieux. Parce que, comme je vous disais, il y a certaines ruches qui sont plus agressives que d'autres. Il y a des colonies qui sont quand même à manœuvrer avec précaution, je dirais. Et vous disiez que le caractère est communiqué par la mère. Voilà. La reine, pardon. La reine, oui. La reine, c'est elle qui voilà, donne je vous disais, le caractère de la ruche entière. Je vous disais tout à l'heure, je crois que la reine, on peut dire que c'est le chef d'orchestre. C'est elle qui donne le tempo, qui donne l'ambiance et qui donne toutes les spécificités, les qualités ou les défauts qu'on pourrait avoir dans la ruche. Il y a des ruches qui sont très nettoyeuses, certaines très bonnes butineuses, d'autres moins. Elles ont leur propre caractère et ce caractère est donné par la reine. Et quelles seraient vos recommandations concernant la survie des abeilles, puisqu'on sait que malheureusement, il y en a de moins en moins? Alors c'est un vaste sujet, ça, parce que vous savez, ce qui est dramatique, c'est que les abeilles participent à la biodiversité, et c'est même la base de la biodiversité. On le dit, on dit que les abeilles participent à 80% en général de la pollinisation. Vous imaginez ce que serait un monde sans pollinisateurs? Parce que quand on parle de la disparition des abeilles, il faut savoir que les autres insectes aussi disparaissent. Prenez votre pare-brise par exemple de voiture, quand vous circulez l'été. Je me souviens
de quelques dizaines ou vingtaines d'années quand même, où notre pare-brise l'été était toujours maculé des cadavres d'insectes qu'on pouvait écraser malencontreusement sur la route, que maintenant notre pare-brise il est beaucoup plus propre, et ça prouve bien qu'il y a de moins en moins d'insectes en tout genre dans la nature. Alors en ce qui concerne les abeilles, pour revenir à votre question, c'est surtout, faut essayer de trouver des endroits. Alors moi, je cherche toujours des espaces naturels, exempts de grandes cultures, pour essayer d'éviter. Attention, je ne veux pas dire que toutes les monocultures sont source de problèmes pour les abeilles, mais il vaut mieux éviter, parce que dans une monoculture, elle ne trouvera pas toute la diversité qu'elle va pouvoir trouver dans un espace naturel ou sur une prairie naturelle. Donc trouver des espaces naturels. Et puis quant aux apiculteurs, eh bien, je recommande toujours, comme on fait au Rucher École, les bonnes pratiques apicoles, quoi, le sanitaire, le respect de l'abeille, pas la traiter comme ses enfants, mais enfin il faut respecter l'abeille, quoi. Et aux jardiniers de planter des fleurs, ici, et voilà. D'avoir des jardins bien fleuris, pas trop d'herbes coupées. Aux jardiniers, aux municipalités qui replantent, qui reboisent, pensez que à chaque fois qu'on replante un arbre, il faut penser aux espèces mellifères, parce qu'il y a des tilleuls, il y a des tas de choses qui sont intéressantes pour les abeilles, et il n'y a pas que, mais il faut penser aux espèces mellifères lorsqu'on reboise. Alors ma dernière question, que faire si une abeille s'approche de nous, comment réagir? Et aussi si l'on se fait malencontreusement piquer par une abeille, quoi faire? Alors, conseil de l'été pour les vacances. Alors déjà, il faut identifier l'abeille, parce que souvent on est plus embêté. Je ne veux pas défendre les abeilles, plus que d'habitude. Si, on voit bien. Mais ce qui est plus embêtant en général pour les promeneurs, c'est souvent les guêpes. Surtout au moment du casse-croûte, des fois c'est toujours les guêpes qui viennent vous embêter parce qu'elles sont attirées par les produits sucrés, les confitures, les fruits juteux, ainsi de suite. Mais si vous avez une abeille qui tourne autour de vous, il ne faut surtout pas s'affoler et faire des grands gestes. Par contre, si vous êtes auprès d'une ruche, si vous savez que vous êtes auprès d'une ruche, eh bien il faut vous éloigner quand même par précaution. Alors si vous avez été piqué, c'est pareil. Si vous avez été piqué auprès d'une ruche, il faut vous éloigner. Je dirais rapidement, et après faut enlever le dard, parce que si l'abeille vous a piqué, il faut savoir qu'elle est morte ensuite. Une abeille, une guêpe, elle va vous piquer, et elle peut vous piquer plusieurs fois de suite parce que son dard ne présente pas d'ardillon. La guêpe, c'est juste une aiguille qui s'enfonce et qui se renlève. Tandis que l'abeille a un ardillon, donc qui va rester planté dans la peau, et l'abeille va mourir après. Mais cet ardillon, il a une petite ampoule de venin au bout qui se contracte et continue à diffuser du venin dans la peau. Et donc il faut l'enlever le plus vite possible. Et sans le prendre entre les deux doigts, parce que si vous appuyez dessus sur la petite ampoule, vous comprenez que vous allez injecter d'un seul coup le venin, alors que vous vouliez justement vous en débarrasser. Alors il faut prendre une petite lame, quelque chose, et puis frotter la peau dans le sens pour pour arracher ce fameux dard. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Louis Leterrier. Et je rappelle que vous êtes le responsable du Rucher École de la glacerie et également le référent Nord-Cotentin de la Manche apicole. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Radio Flamme.